Fin hier à Accra, au Ghana, du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. La vingtaine de dirigeants présents ont tous condamné les actes de terrorisme survenus à Kidal et invité le Conseil de sécurité à prolonger son mandat et à renforcer l'effectif de la MINUSMA. À cet effet, le président ghanéen John Dramani Mahama, à l'initiative de ce sommet, a estimé que le terrorisme n'est pas un problème africain, mais plutôt mondial. Fin aux États-Unis de la tournée d'information du ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication, Mahamadou Kamara, est allé édifier l'opinion nord-américaine sur la situation dans notre pays. Il a, au cours de ce voyage, rencontré des membres de la société civile américaine et des associations maliennes sur place. Merci de suivre nos programmes. Bonsoir et bienvenue à l'information sur l'ORTM. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a regagné Bamako aujourd'hui en provenance de la capitale ghanéenne Accra, où il a pris part au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. La vingtaine de chefs d'État présents, ces sommets donc ont tous condamné les actes de terrorisme survenus à Kidal. Le président de la République, à son arrivée à l'aéroport international de Bamako, c'est nous, accueilli par le Premier ministre Moussa Mara, les membres du gouvernement et des corps constitués. C'est donc aujourd'hui à l'aéroport international de Bamako, c'est nous, le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, en provenance de la capitale ghanéenne Accra, où il a pris part au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. L'arrivée du chef de l'État donc à l'aéroport international de Bamako, c'est nous, c'était donc aujourd'hui. Voilà, un dressement avec ce sommet de la CEDEAO, sommet donc extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. C'était hier à Accra, au Ghana, un sommet consacré à la situation sécuritaire au nord du Mali et au nord du Nigeria. Pour ce qui concerne notre pays, la vingtaine de chefs d'État et de gouvernement présents ont condamné les actes de terrorisme survenus à Kidal, réaffirmé leur soutien total au président de la République et leur attachement à l'intégrité territoriale du Mali. Autre recommandation, tout en demandant aux rebelles de déposer les armes et d'aller à la table de négociation, ils ont invité le Conseil de sécurité à prolonger son mandat et à renforcer l'effectif de la MINUSMA. Envoyé spécial à Accra, Sidiki Dambélé, Abdul Salam Bambara. Après les douloureux événements survenus à Kidal du 17 au 21 mai dernier, c'est toute la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui s'est mise au chevet du Mali. Et en venant à Accra pour le sommet extraordinaire dédié en partie à notre pays, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, était animé d'une seule volonté, celle de partager la bonne information, la vraie, avec ses compatriotes d'ici et avec ses pairs sur une crise qui n'a que trop duré. Pour lui, le défi aujourd'hui est certes malien d'abord, mais il requiert une réponse collective. D'où tout l'intérêt de ce sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. L'intérêt d'avoir un sommet extraordinaire sur le Mali, c'est que la conférence des chefs d'État peut donner une nouvelle impulsion au processus du dialogue politique. Il me semble que l'accord de Ouagadougou a fixé un cadre, a défini un agenda, a prévu aussi des mesures de confiance. L'intérêt d'un tel sommet pourrait être d'amener les partis à davantage s'impliquer dans la recherche d'une solution pacifique en réglant les questions préalables qui ramèneraient la confiance entre les partis. Si au Nigeria, la situation sécuritaire se complique davantage avec les actes que pose Boko Haram tous les jours, au Mali, l'on note une évolution positive avec l'accord de cessez-le-feu signé avec les groupes armés et les choix du dialogue préconisés par le président de la République. Mais à une solidarité plus accrue de nos pays frères de la CEDEAO, comme toujours. Et je crois que c'est bien l'objet de cette rencontre d'Accra. Et je crois qu'il a été atteint. Ce qu'il faut maintenant, c'est de coordonner l'action de la communauté internationale et régionale. L'accord de Ouagadougou lui-même a été élaboré et suivi par les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine, l'OCI, le Burkina Faso, la Mauritanie, l'Algérie. Donc il n'y a pas de problème qu'aujourd'hui, avec les Maliens, sur le territoire malien,
tous ces acteurs-là accompagnent le processus comme facilitateurs. La conférence des chefs d'État et de gouvernement n'a pas manqué de saluer le courage et la sagesse qui sous-tendent la voie du dialogue du président de la République avant de lui réitérer le soutien total de la CEDEAO. Le terrorisme n'est pas un problème africain, mais mondial. La déclaration du président ghanéen John Dramani Mahama, président en exercice de la CEDEAO, c'est lui qui a convoqué ce sommet extraordinaire de la CEDEAO pour tenter de trouver des solutions idoines à la crise sécuritaire au nord du Mali et du Nigeria. Une belle opportunité saisie par le président de la République pour partager sa vision de la crise malienne, requérir le soutien de ses pairs, car pour lui, il faut une réponse communautaire, voire mondiale, pour venir à bout du terrorisme. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux. 7 heures d'horloge. Voilà le temps qu'a duré les huis clos de la session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO dans cette salle de 9e Peak Ambassador Hotel d'Accra. Commentaire d'un diplomate, ce sont des dossiers difficiles. Oui, en effet, Ibrahim Boubacar Keïta et ses pairs planchaient sur la situation sécuritaire au nord malien et au nord du Nigeria. Mais in fine, les résultats étaient à la mesure de la détermination des chefs d'État à relever ce double défi sécuritaire. Très satisfait. Vous le verrez à la lecture du communiqué. Des recommandations qui sont sans ambiguïté. La CEDEAO a vigoureusement condamné les actes de terrorisme, d'enlèvement et de prise d'otages, de saisie des bâtiments administratifs et l'assassinat des fonctionnaires sans défense dans l'exercice de leurs fonctions à Kidal. Des crimes qui ne doivent pas rester impunis seront les responsables de la communauté qui réaffirment par ailleurs leur attachement à l'intégrité territoriale du Mali et exigent le retrait des groupes armés des bâtiments et positions d'avant le 17 mai. Les chefs d'État et de gouvernement présents ont également appelé le Conseil de sécurité des Nations Unies à renforcer les mandats et l'effectif de la MINUSMA avant de réitérer l'appel aux groupes armés non étatiques à déposer les armes. Nos attentes ont été comblées. Écoute, solidarité, considération, soutien renouvelé et vigoureusement renouvelé. Et je crois que c'est ce que notre peuple attendait de ce sommet de la CEDEAO. Le reste, il nous appartiendra tous ensemble de faire en sorte dans les jours à venir d'aller dans les sens qui ont été indiqués pour que, avec nos frères, je dis bien nos frères, nous puissions comprendre aujourd'hui, enfin, les uns et les autres, que les armes ne servent de rien, qu'elles ne sont pas la solution, que la table verte est incontournable. Et plus tôt nous nous y mettrons, mieux ce sera. Et dans le sens des intérêts exclusifs du Mali, dont l'intangibilité du territoire national, de l'intégrité de notre territoire national, a été réaffirmée avec la force que vous avez entendue. Sur l'ensemble du territoire malien, y compris Kidal. Dès lors, il nous appartient maintenant d'aménager en sorte que nous puissions vivre comme l'ont toujours fait au long des siècles sur ce territoire-là, en frères, en plus que frères, en communion, du nord au sud, d'est en ouest, dans le plus grand respect de chacun dans sa différence. Tel a été le Mali par le passé, tel est le Mali et tel restera le Mali. Autre recommandation de ce sommet extraordinaire, la CEDEAO, tout en saluant la nomination par le président de la République d'un haut représentant chargé du dialogue inclusif, demande au Mali de diligenter les pourparlers et d'activer la commission dialogue, vérité et réconciliation. Notre discours n'a pas varié. Fermement convaincu de notre bon droit, ouvert pour autant au dialogue et toujours au dialogue. Et je crois que notre communauté, elle aussi, a été à la hauteur. Le reste, je crois que nous allons tous ensemble veiller à ce que les choses aillent dans le bon ordre et aboutissent au résultat escompté, à savoir la paix au Mali. Et la paix au Mali, une paix globale et durable, une paix solide cette fois-ci, qui ne sera pas parsemée de volontés irrédentistes encore,
cette paix est souhaitée et voulue par l'ensemble de la sous-région Sahel et au-delà. La CEDEAO a instruit les États à renforcer leurs moyens de défense de leur territoire et à développer une coopération plus dynamique dans le cadre de la surveillance des frontières et de la lutte contre le terrorisme. En tout cas, ici, tous repartent convaincus. Et c'est une évidence que tant que le terrorisme n'est pas vaincu au Mali et au Nigeria, c'est la paix de toute la sous-région qui est menacée. D'où l'urgence. Voilà, ce sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a donc pris fin hier à Accra au Ghana. Le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, a donc regagné Bamako aujourd'hui. L'organisation d'un cadre de concertation des partis membres de la majorité présidentielle était à l'ordre du jour d'une réunion tenue au siège du collectif. La rencontre, qui était placée sous la présidence du Premier ministre, a permis aux uns et aux autres de tracer un canevas de travail pour ce cadre de concertation. Al-Hussein Touré. Ils sont une trentaine de représentants des partis membres de la majorité présidentielle à se retrouver autour du Premier ministre, chef de cette majorité. Les discussions, au dire des participants, ont permis de donner un canevas clair au cadre de concertation. Vous savez, la rencontre de ce matin est une rencontre très importante. Notre pays passe des moments très difficiles. Nous avons d'abord discuté de comment mettre cette coalition sur place, comment nous allons organiser la coalition de la majorité présidentielle, mais au-delà, bien sûr, nous avons aussi discuté des sujets aujourd'hui qui préoccupent l'ensemble des Maliens. La rencontre de ce matin était d'abord une très bonne chose. Elle faisait suite à une série de rencontres que tous les partis politiques de la majorité présidentielle ont eues afin de réfléchir en profondeur sur le cadre de concertation qu'il nous faut pour appuyer le président de la République à la réalisation de son projet de société tel que dit pendant les élections présidentielles. Les membres du cadre de concertation ont mis sur la table toutes les préoccupations du moment en vue d'y réfléchir pour une véritable sortie de crise. Soutenir l'action gouvernementale passe par l'appropriation d'abord du programme et des activités, le partage à différents niveaux, le niveau des citoyens, le niveau des militants, au niveau international. Mais aussi, il s'agit de voir comment coordonner tout cela et ne pas travailler dans le désordre. Par ailleurs, les membres du cadre estiment qu'il existe une véritable symbiose au sein de leur organisation. Qu'il n'y a aucun problème entre le Premier ministre et la majorité qui soutient son action. C'est le Premier ministre qui est le chef de la majorité présidentielle. Nous avons donc décidé ensemble de marcher main dans la main, de conforter son programme, de l'aider, de l'accompagner, de communiquer autour de son programme de gouvernement, mais également, bien sûr, de soutenir à travers cela le grand projet du chef de l'État. Tout en espérant une décrispation très prochaine, les membres de la dite plateforme invitent l'ensemble des Maliens à mettre les intérêts du pays au-dessus des préoccupations individuelles. Les membres de l'association Jeunesse pour le Mali ont été reçus ce matin par le Premier ministre. Cette rencontre fait suite à la nomination de Moussa Mara à la tête du gouvernement. Animé par le sens des citoyennetés, les membres de l'AJM, après avoir félicité Moussa Mara, lui ont offert un tableau représentant la mosquée de Djenné. Reportage de Garibou Pérou. Féliciter Moussa Mara et l'aider dans ses missions, c'est ce qui ressort du message des hôtes du jour. Un honneur que l'association Jeunesse pour le Mali réserve à chacun de ses membres une fois promis à un poste de responsabilité. Le PM actuellement est le premier président de l'association Jeunesse pour le Mali. Donc l'objet de notre visite était de venir le féliciter pour l'immense tâche qu'il a été confiée, parce qu'on sait que vraiment il peut relever la tâche qu'il a été confiée, et aussi lui témoigner notre soutien et notre accompagnement pour relever les défis de l'unité et de la reconstruction du nouveau Mali. La Jeunesse pour le Mali a remis au Premier ministre une toile qui représente la mosquée de Djenné. Cette toile symbolise pour les membres de l'association la cohésion, la coopération, la construction, car l'entretien de l'architecture nécessite toujours une participation collective. Le pays est dans une situation difficile. Il fait face à des dangers importants.
Et il a plus que jamais besoin des Maliens. Et quand on dit Maliens, l'écrasante majorité, c'est quand même la jeunesse. Le Mali a plus que jamais besoin de la jeunesse. Nous sommes dans une phase où la mobilisation de la population, l'implication de la population sur toutes les questions en rapport avec le pays sont indispensables. Il ne s'agit pas d'aller faire la guerre à quelqu'un. Il ne s'agit pas de sortir insulter quelqu'un. Il s'agit simplement de se mobiliser, de se donner la main pour défendre le Mali. En cette période où le pays est en phase de réconciliation nationale, une telle association qui a pour vocation le sens de la responsabilité peut jouer un rôle déterminant. Très fier, Moussa Marin a promis d'accompagner l'association si elle continue sur la voie indiquée. Le contenu de ces deux communiqués avant de poursuivre ce journal, le président de l'Assemblée nationale à la tête d'une délégation de parlementaires a quitté Bamako ce samedi pour Téhéran, dans la capitale iranienne, au siège du secrétariat général de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI-UPCI. L'honorable Issa Kassidibé prendra part à la rencontre d'échange sur les préparatifs du sommet de l'UPCI que notre pays s'apprête à accueillir en 2015. Et puis le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune chargée de la fixation des dates officielles des fêtes musulmanes du début du mois du Ramadan, a l'honneur d'informer la communauté musulmane que la fête lunaire Sungalo Makono a débuté au Mali ce samedi 31 mai 2014. Le réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest, REAO Mali, a fait sa rentrée 2014 hier soir à la faveur d'un dîner d'échange. L'activité annuelle vise à débattre des préoccupations du secteur privé, considéré comme le moteur de la croissance économique. Pour la rentrée 2014 du REAO Mali, les petites et moyennes entreprises étaient au cœur des débats. Il s'agissait de réfléchir aux difficultés de financement et de l'accès des PME au marché public. La cérémonie était présidée par le Premier ministre Moussa Mara. Reportage de Bourama Traoré. Rentrée annuelle 2014 du réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest, REAO Mali. Une problématique au centre de réflexion. Quelle politique pour la survie des petites et moyennes entreprises? Autour de la question, politiques, diplomates, banquiers et autres acteurs réfléchissent à travers un dîner d'échange. Un parterre de personnalités qui s'accordent sur une évidence. Tout doit être mis en œuvre pour développer et promouvoir davantage les PME. Nous engageons la réflexion sur les solutions et réformes à entreprendre, tant du côté du gouvernement que du côté du secteur privé lui-même, avec comme objectif, 1, de tirer le maximum du formidable potentiel de la PME dans notre pays. 2, faire de son développement l'axe central de la politique de développement économique. 3, améliorer le climat et l'environnement des affaires, et aussi améliorer l'attractivité de notre pays pour les investisseurs étrangers, mais aussi nationaux. Une batterie d'objectifs dont l'atteinte passe nécessairement par la résolution des difficultés des petites et moyennes entreprises, parmi lesquelles la faiblesse et l'inadéquation des infrastructures et le manque de ressources humaines qualifiées. Autre difficulté des PME, la faible capacité institutionnelle et le difficile accès au financement. Le problème de financement, pour moi, ce n'est pas seulement les banques qui peuvent apporter la solution appropriée. Je pense qu'il faut que les structures de microfinance puissent jouer un rôle en matière de financement de l'économie, en matière de financement des PME et des PMI. Et c'est tout le sens des restructurations que nous sommes en train de mener pour que ce secteur-là soit rétabli et puisse être davantage connecté avec les banques afin que chacun à son niveau, à l'échelle qui lui correspond, puisse agir dans le financement de l'économie, dans le financement des petites et moyennes entreprises. Je pense que c'est un dispositif important que nous devons davantage affiner et auquel il faut qu'on ajoute l'aspect garantie. Pour apporter des réponses idoines à ces préoccupations, le dialogue entre l'État et le secteur privé doit être poursuivi et renforcé. Condition indispensable selon le Premier ministre pour atteindre les 7% de croissance annuelle d'une part. D'autre part, pour asseoir les bases d'un véritable arsenal de développement des petites et moyennes entreprises. Les autorités et le secteur privé, nous travaillons ensemble à définir des normes, des règles, des modes de classement et d'intervention et qu'on harmonise nos compréhensions respectives afin de nous comprendre dans nos acceptions et afin de nous comprendre dans la mise en œuvre des politiques. Ce qui met l'accent sur la nécessité de renforcer le cadre partenarial. Je pense que ce cadre partenarial nécessite
sans doute d'être plus dynamisé, plus dynamique, plus fonctionnel. Le Premier ministre Mara de rappeler l'engagement de l'État à appuyer le secteur privé dans sa quête de financement. Le chef du gouvernement s'est dit convaincu d'une chose, le secteur privé contribue de façon significative à la création d'emplois et à la stabilité sociale, d'où la nécessité de l'accompagner pour renforcer davantage le tissu économique du pays. Du Wall Street Journal à la Voice of America ou du Guardian à la BBC, la voix du Mali aura résonné ces 2 derniers jours aux États-Unis. C'est à la faveur de la tournée d'information entreprise par le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication. Mahamadou Camara aura ainsi édifié l'opinion nord-américaine sur la situation au Mali, tout en rencontrant des membres de la société civile américaine et des associations maliennes sur place. Une tournée qui prend d'ailleurs fin ce samedi et sur laquelle revient notre correspondant permanent à Washington, Salif Sanogo. En 48 heures chrono, pas moins d'une douzaine d'interviews accordées à des radios, télé et journaux américains et internationaux. En 48 heures chrono, pas moins d'une demi-douzaine de rencontres avec des représentants de la société civile américaine et des associations de Maliens entre New York et Washington. Telle est la prouesse réalisée par le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication aux États-Unis. Armé d'une détermination sans faille, Mahamadou Camara est venu donner la bonne information sur la situation au Mali. Le Mali qui est résolument engagé en faveur de la paix, un processus de paix qui passera par un dialogue inclusif. Des discussions dont les portes ne seront cependant pas ouvertes aux groupes djihadistes coupables de crimes imprescriptibles contre l'humanité. En 48 heures chrono, la voix du Mali s'est fait entendre aux États-Unis. Les médias locaux auront eu des informations de première main, ainsi que les Maliens de la diaspora. Un exercice d'information qui aura été fortement apprécié ici et dont la pérennisation a été souhaitée pour éviter que désormais la rumeur ne puisse prendre le pas sur l'information et l'information juste. Dans nos éditions de demain, Salif Sanogo fera le bilan de cette tournée d'information du ministre. Le ministre du Développement rural, accompagné d'une forte délégation de son cabinet, a visité ce matin la ferme Clédou. Cette visite est organisée par le groupe Vision pour la Renaissance du Mali. La visite a permis au ministre et à sa délégation de voir les réalisations de la ferme et de faire des propositions pour faire du secteur un créneau créateur d'emplois. Mohamed Ould Mamouni. La ferme Clédou est située à Tcheman, dans la commune rurale de Baguineda, à environ 40 km de Bamako. Elle est bâtie sur 300 hectares. La ferme est spécialisée dans la sylviculture, l'agriculture et l'élevage. Elle a une spécificité. C'est une ferme agro-silvo-pastorale. La spécificité de la ferme, c'est surtout la production d'autruches. Nous avons une forêt également qui est bâtie sur 140 hectares, dont la prédominance est de l'eucalyptus. Nous faisons des arbres fruitiers comme la mangue, la papaye et le gibier. La visite proprement dite a commencé par la miellerie. Ensuite, la délégation s'est rendue sur le site des ovins, des bovins, des tortues. Dernière étape du périple, le site qui abrite les stars de la ferme. Il s'agit des autruches. Là, 3000 têtes sont entretenues par des spécialistes coréens. En amenant le ministre du Développement rural à la ferme Clédou, le groupe Vision pour la Renaissance du Mali voulait faire voir aux visiteurs toutes les potentialités dont dispose la ferme. Le ministre ne peut pas seulement regarder, mais il a un certain nombre de regards qu'il peut avoir sur le comportement ou les desiderata ou le programme de groupe. Et il a estimé que c'était bien, mais il a estimé qu'il fallait davantage aller de l'avant et rendre le groupe plus visible. Cette visite de plus de 3 heures d'horloge a permis au ministre Boukari Treta de voir les acquis en matière d'agriculture. Il s'est dit satisfait. Ce que j'ai vu est très encourageant. Un homme d'affaires qui décide d'investir dans le secteur du développement rural. Bien sûr, l'intérêt premier était de développer du tourisme, mais au fond, on débouche progressivement à la promotion de l'élevage, de l'exploitation forestière, l'élevage essentiellement des autruches, une espèce pas forcément adaptée dans cette écologie-là. Selon les responsables de la ferme, très bientôt, un restaurant verra le jour où l'on trouvera de la viande d'autruche et de tortue. Car l'un des objectifs des responsables est de faire de la ferme un site attractif et touristique.
Le Mali célèbre demain 1er juin la journée mondiale du lait avec comme thème central de cette 9e édition promotion du lait cru local, un défi de renforcement des exploitations agricoles. La consommation moyenne annuelle de lait par habitant dans notre pays est estimée à 12 litres, loin des 62 litres recommandés par la FAO, suivant le message du ministre du Développement rural à l'occasion de la célébration de cette journée, propos recueillis par Noun Sissoko. Le lait est considéré comme l'aliment naturel le plus complet. Il est très utile pour l'alimentation et la nutrition animale et humaine car il contient tous les éléments de base nécessaires à la croissance des enfants et des jeunes. Notre pays est reconnu comme un grand pays d'élevage qui constitue la principale source de subsistance pour plus de 30% de la population. Mais d'autre part, la consommation annuelle moyenne de lait par habitant dans notre pays reste faible et même très faible. Elle est estimée à environ 12 litres par personne et par an. La norme préconisée par la FAO étant de 62 litres. Pour combler le déficit de production et de consommation de lait, eu égard à la faible productivité qui caractérise nos exploitations, dans le souci d'inverser cette tendance, mon département s'est engagé à partir du plan de campagne 2014-2015 à accélérer notre processus d'intensification et de diversification des productions animales. Les activités seront focalisées cette année au niveau national sur la distribution gratuite de 6 000 litres de lait aux enfants des pouponnières et des centres d'orphelinat de Bamako. Ce choix, symbole de notre solidarité avec les couches sociales sensibles, a été opéré pour marquer l'importance du lait dans l'alimentation et la croissance des enfants et des jeunes qui sont les premières victimes de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Bientôt du nouveau sur le réseau routier malien. En effet, le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement a procédé hier à Koumantou au lancement des travaux de l'aménagement d'une aire de repos pour les routiers sur la route Bamako-Bougouni-Sikasso pour mieux sécuriser les conducteurs routiers contre les accidents au cours de leur déplacement. Envoyé spécial d'Aouda Sidiki Diara, Brema Koulibaly. L'aménagement d'une aire de repos à Koumantou sur le corridor Bamako-Bougouni-Sikasso est une première au Mali. Ce projet complexe dans toutes ses composantes répond à une logique car les longs trajets sont très éprouvants pour les conducteurs routiers. Nous sommes dans un couloir de transit qui relie le Mali à nos pays voisins et puis qui nous permet d'être reliés aussi jusqu'au port au Ghana. Les chauffeurs qui viennent, très souvent, ils sont fatigués et avec l'esprit de fatigue, ils peuvent causer des accidents. Et pour éviter ces accidents, il faudra leur donner un espace autour duquel ils peuvent venir se récréer, dormir, se rafraîchir et prendre la route. Pour la première fois, quand j'ai vu les aires de repos, c'était au Maroc il y a une quinzaine d'années. Je disais que quand est-ce que nous allons avoir de pareilles aires au Mali? Et voilà, c'est arrivé aujourd'hui. Grâce à la ténacité et grâce à la compétence de nos hautes autorités. C'est un projet très important et opportun aujourd'hui sur lequel nous assistons. En tant que représentant du peuple, on ne peut qu'être fier et on va vraiment suivre le projet comme représentant du peuple dans notre mission effectivement de suivi de l'action gouvernementale. La future aire de repos sera bâtie sur une superficie de 5 hectares et comprendra entre autres un bâtiment, un restaurant, un supermarché, des espaces verts, des voies d'accès, des parkings. Le tout pour un montant de près de 8 millions de francs CFA. D'ores et déjà, d'aucuns se demanderont comment se fera la gestion de cette aire de repos dont les travaux sont prévus pour 8 mois. Tout ce système va engendrer un entretien parce qu'il faut que ce soit un lieu de haute hygiène parce qu'il y aura toutes sortes de passagers. Pour ça, il va avoir les services. Les services vont être payants. Donc ce sont ces revenus-là qui vont être confiés à un gestionnaire. Une manière aussi de lutter contre la pauvreté, car ce projet est une source de création d'emplois au niveau des populations locales. Pour lutter toujours contre l'insécurité routière, le ministre a symboliquement remis des casques à la mairie de Koumantou. La 6e revue annuelle du schéma directeur de la statistique a été ponctuée par la session politique. Au cours de cette activité, les participants ont fait plusieurs propositions en vue de rendre plus performant le système statistique national. Reportage de Al-Jumatina. Cette session politique de la revue annuelle du schéma directeur de la statistique fait suite à celle technique tenue les 26 et 27 mai 2014. Des plénières au cours desquelles
producteurs et utilisateurs des données statistiques ont produit des informations et formulé des recommandations sur les activités du système statistique national. Autant d'aspects soumis à l'appréciation des décideurs politiques et des partenaires techniques et financiers lors de cette session politique. La tenue d'une telle assise du système statistique national est, de l'avis de tous les partenaires techniques et financiers, une bonne pratique, illustrant la détermination des autorités du Mali à investir dans le développement de ce secteur dont tout le monde s'accorde à reconnaître le rôle primordial dans le processus de transformation économique et sociale du pays. À travers cette session, l'occasion est ainsi opportune pour faire des propositions d'amélioration afin de rendre le système statistique national plus performant, plus fiable et mieux adapté aux besoins du pays et des utilisateurs des données statistiques. La revue du schéma directeur de la statistique constitue un événement d'une importance capitale sur le triple plan de la participation, de l'enjeu technique, de l'enjeu politique et partenarial. Au cours des travaux, plusieurs autres points ont été évoqués, parmi lesquels la présentation des conclusions et recommandations de la session technique, l'intervention sur la qualité de la revue et sur les engagements à accompagner la mise en œuvre du schéma directeur de la statistique 2015-2019. Lancement ce matin au CICB des activités relatives à la journée mondiale de lutte contre le tabac, présidée par le directeur du cabinet de la primature. Le thème de cette journée de lutte contre le tabac est intitulé « Augmenter la taxe sur le tabac pour décourager les fumeurs ». Compte rendu de Mohamed Doumbia. Le tabac tue chaque année 6 millions de personnes, dont 600 000 sont des non-fumeurs, avec des dommages économiques se chiffrant à plus de 500 milliards de dollars, selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé daté de 2013. Parmi les maladies chroniques causées par le tabac, 90% des cas sont causés par le cancer du poumon, 70% des cas de bronchite chronique et 25% de cas de cardiopathie, source de crise cardiaque. Sur la base des données analysées en 2012, l'OMS estime qu'une augmentation des taxes de 50% permettrait à l'ensemble des pays de réduire le nombre de fumeurs de 49 millions au cours des 3 prochaines années et de sauver en fin de compte 11 millions de vies. Aujourd'hui, le tabagisme provoque un décès toutes les 6 secondes et jusqu'à 50% des consommateurs meurent à cause du tabac. Pour cette journée mondiale de lutte contre le tabac, le slogan pour faire face à ces fléaux est d'augmenter les taxes sur le tabac pour décourager les fumeurs et préserver ainsi la vie des jeunes. Le tabagisme est l'un des principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires, des cancers et des maladies respiratoires, dont les prises en charge nécessitent des dépenses considérables. L'impact de ces maladies est significatif sur notre développement économique et social, puisqu'elle concerne les couches de population les plus actives de notre pays. La demande qui a été formulée, à savoir l'augmentation de la taxe sur le tabac, sera examinée par le gouvernement. La jeunesse constitue aujourd'hui le moteur du développement. Et nous savons que c'est cette jeunesse qui est la plus touchée, la couche la plus touchée par le tabagisme. Aujourd'hui, il ne fait plus aucun doute, le tabac tue et l'exposition à la fumée du tabac aussi. Alors pourquoi continuer de fumer tout en exposant nos voisins ou nos familles? Plusieurs autres activités ont été liées à cette journée, telles le lancement de la caravane de lutte contre le tabac, les sketchs de sensibilisation et l'animation par des artistes musiciens. La volonté de faire revenir la paix dans notre pays est affichée par toutes les couches sociales et politiques aujourd'hui. Les femmes militantes de l'Alliance pour la solidarité au Mali étaient dans un forum de recherche de cette paix attendue par tous. Adama Koulibaly. Les femmes militantes de l'Alliance pour la solidarité au Mali, ASMA, sont dans un forum d'échange de sortie de crise de notre pays. Le thème du forum porte sur le rôle des femmes dans le processus de paix, de réconciliation et de prévention des conflits. À la cérémonie d'ouverture, le président de l'organisation politique Soumaïlou Bouboué Maïga a déclaré que la grandeur du Mali est dans la cohésion entre les fils du pays, sans distinction d'ethnie ou de région. Le président de l'ASMA demande aux femmes militantes de formuler des recommandations de solidarité et d'amour pour la paix et pour toujours.
Et depuis très longtemps, nous avions estimé qu'on devait leur donner un peu plus de parole, leur créer plus d'espace pour voir quel est le rôle qu'elles peuvent jouer dans les enjeux qui s'ouvrent pour notre pays. Parce qu'en cas de crise, en cas de conflit, elles sont souvent les premières victimes. Elles sont aussi celles qui sont là quand tout le monde est parti. Et donc elles incarnent quelque part le socle de stabilité et de cohésion de notre société. Au-delà des contingences partisanes, des appartenances partisanes, le forum pourra aboutir à des recommandations qui pourront être utiles dans le cadre des dialogues, des échanges qui sont ouverts. Les femmes militantes de l'ASMA invitées sont venues de partout de l'intérieur du pays. Les députés, les responsables politiques et les associations ont participé aujourd'hui à une marche de soutien à Kati. Les détails avec Abdul Karim Kaba. La marche a pris le départ devant la mairie de Kati et elle a pris fin à la préfecture. Dans la déclaration du parcours, le RPM section de Kati et les partis alliés ont condamné sans réserve l'agression et l'assassinat de nos frères, enfants et époux. Ils ont aussi déploré les meurtres et que dans un élan de solidarité, nous conjuguons nos efforts pour désavouer ces actes odieux et barbares commis à Kidal. Le RPM section de Kati et les partis alliés expriment ainsi leur soutien au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, son gouvernement et la vaillante armée. Dans leur réponse, le sous-préfet et le maire de Kati ont salué l'initiative de la coalition présidentielle et déploré les pertes en vie humaine des fonctionnaires civils et militaires tués alors qu'ils accomplissaient leur mission pour le développement de la mère patrie. Le député du CERC et les forces vives de Kati ont pris part à cette marche. Voilà, suite aux événements survenus à Kidal, la coalition de soutien aux actions gouvernementales de Moussa Mara, CSAG2M et l'association des jeunes volontaires pour une vraie démocratie condamnent ces actes barbares qui doivent être punis avec la dernière rigueur, comme annoncé par le président de la République. Ces associations donc soutiennent le gouvernement et nos forces armées et de sécurité dans leur mission. Journée de salubrité dans le district de Bamako dans le cadre de l'assainissement mensuel des quartiers du district. La mairie de la commune 1 qui a servi de cadre de lancement a procédé aujourd'hui au curage des caniveaux. Cette initiative de la mairie de la commune vise à faciliter ainsi le coulement des eaux de pluie et à prévenir les inondations pendant l'hivernage. Compte rendu de Lamine Keïta. Cette opération qui doit durer un mois concerne tous les quartiers de la commune 1. Elle s'effectue en prélude à la saison de pluie en prévision des inondations. Elle est couplée à la journée de salubrité mensuelle des quartiers du district de Bamako, initiée par l'État depuis 4 ans. C'est une opération de curage qui a été initiée et financée entièrement par les autorités communales de la commune 1. C'est une opération qui vient en prélude de l'hivernage en prévision des inondations. Ici, nous sommes sur un caniveau avec un diamètre, une section un peu considérable. Et c'est un caniveau qui draine beaucoup d'eau de pluie. Et toutes les eaux qui descendent des hauteurs du quartier de Razel, depuis à ce niveau jusque-là, et toutes les eaux passent par là. Ça concerne pratiquement tous les quartiers de la commune. Vous le savez que la mairie compte à ses propres moyens et essaie de curer toutes les grandes artères de la commune, des caniveaux jusqu'aux collecteurs. Pour la réussite de l'opération, la mairie de la commune 1 a bénéficié de l'appui technique de la direction régionale de l'assainissement. Le responsable de l'autorité de régulation des télécommunications était face à la presse hier après-midi. Il s'agissait pour lui d'expliquer aux journalistes les sanctions prises contre l'opérateur de téléphonie mobile Orange Mali pour avoir mis sur le marché son produit Douba sans autorisation. Les explications avec Sorona Kamisoko. L'utilisation de la bande GSM pour offrir des services autres que le mobile n'est pas autorisée au Mali. C'est du moins ce que stipulent les textes en vigueur que l'autorité de régulation des télécommunications TIC et Poste remet sur la table. Cette disposition a été violée par Orange Mali, selon le directeur de la MRTP qui apporte des éclairages. Lorsque nous avons remarqué en mai 2013 des affiches publicitaires en ville, la publicité d'un produit qui ne nous a pas été soumis, nous avons dépêché une équipe pour aller acheter ce produit.
Nous avons mis une équipe dans les véhicules qui a circulé sur une longue distance jusqu'à Sikasso pour faire des appels. Parce que dans la publicité, c'était dit que c'est du fixe. On s'est rendu compte que c'est un téléphone mobile en réalité. Nous avons alors demandé à Orange de nous envoyer ces équipements. Les premières expériences ont indiqué que c'est effectivement un appareil mobile. Mais ils disent que c'est du fixe dans la publicité. Nous avons donc instruit à Orange de descendre les affiches publicitaires et d'arrêter immédiatement la commercialisation de ce produit en attendant les autorisations appropriées du régulateur. Pour le conférencier, Orange Mali a délibérément violé la réglementation nationale. Conséquence, l'autorité de régulation des télécommunications TIC et Poste décide donc de sanctionner l'opérateur de téléphonie. Considérant que le rapport annuel de Orange Mali indique un chiffre d'affaires de 228 milliards 561 millions 499 690 francs, la MRTP disposant d'éléments suffisants pour apprécier la gravité des manquements et prononcer une sanction, qu'au bénéfice donc de ceux qui précèdent, décide, article 1er, une sanction pécuniaire d'un montant de 6 milliards 856 millions 844 990 francs CFA est appliquée à l'opérateur Orange Mali pour manquement aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à son activité, y compris les décisions du régulateur. La sanction pécuniaire sera recouvrée comme créance de l'État et versée au trésor public, a conclu le conférencier. L'Union des associations des artistes, producteurs et éditeurs du Mali, UAPREM, a mobilisé sa troupe ce samedi au Café des Arts, cité pour véhiculer l'information sur les nouvelles dispositions relatives aux droits d'auteur. Les artistes en ont profité pour échanger sur les grands problèmes de la profession. Reportage de Mamoudou Sidibé. Les artistes du Mali, toutes corporations confondues, se sont retrouvés au Café des Arts ce samedi à la convocation de leur bureau, l'Union des associations des artistes, producteurs et éditeurs du Mali, UAPREM. À l'ordre du jour, les droits d'auteur et la nouvelle loi y afférent. On nous a accordé d'abord que l'État va nous payer nos droits. Donc, comme vous le savez maintenant, nous sommes dans le 3e millénaire. Dans les téléphones, il y a tellement de musique partout. Et donc, on demande à Malitel, Orange, les radios privées, l'ORTM de payer les artistes à chaque fin d'année. Pour une des rares fois, tous les artistes décident de faire front commun contre la piraterie. Un phénomène qui constitue un obstacle à la profession. C'est une bonne chose parce que ça fait longtemps que les artistes nous souffrons. Nous ne savons même pas où vont nos droits. Bon, actuellement que l'UNAPREM et le droit d'auteur s'associent pour lutter afin que les artistes aient leurs droits, que tu sois chanteuse, danseur, chorégraphe, peintre, plasticien. C'est une bonne chose. L'art, c'est un métier. C'est pas il faut chanter aujourd'hui, aller dormir, en même temps tu ne penses pas à ton avenir. Quand tu fais l'album, il faut que tu penses que c'est ton travail. Donc il faut que les artistes revendiquent leurs droits. 4 millions de francs CFA, c'est la valeur des prix remis aux élèves et encadreurs du Britannique militaire de Kati. L'activité s'inscrit dans le cadre du couronnement du marathon militaire 2013-2014. La cérémonie était présidée par le chef d'état-major adjoint des armées, compte rendu de Maimouna Doumbia. En tout, 44 prix et 50 diplômes sont décernés aux encadreurs et aux élèves militaires du Britannique militaire de Kati. Ces prix sont composés d'une mobilette, d'un vélo. À cela s'ajoutent des ordinateurs, des jeux informatiques et ordinateurs PC. J'exprime toute ma fierté et toutes mes félicitations à l'endroit des élèves qui seront dans quelques instants primés. Cependant, chers lauréats, vous avez devant vous un obstacle certes difficile, mais pas impossible à franchir. C'est celui de rester dans la crème. Des diplômes ont été remis aux membres honoraires de l'amicale des enseignants de l'armée des 2 cycles qui se sont fait remarquer par leur travail au cours de l'année scolaire 2013-2014. Un diplôme d'honneur est décerné à tout élève ayant obtenu une moyenne annuelle supérieure ou égale à 14 et n'ayant pas raté la moyenne dans aucune discipline.
Célébrer l'excellence pour nous, c'est promouvoir les meilleurs des élèves et partant, créer une saine émulation afin que le bulletin militaire de Kati demeure une référence pour l'éducation et un creuset d'apprentissage pour les cadres maliens et africains. Cette journée d'excellence est organisée chaque année, mais avec les événements des 2 dernières années, il y a eu interruption. Sport hippisme, le comité provisoire pour la gestion de l'hippisme a pris fonction. Ce comité aura la lourde tâche de gérer les activités de l'hippisme pendant 1 an. Il doit préparer dans ce délai une assemblée extraordinaire élective. Pour plus de précisions, écoutons Adama Kone, président du comité, au micro de Isaac Tchenou. Nous avons la lourde tâche de pacifier d'abord en priorité le monde du hippisme qui connaît cette crise. Et notre objectif principal, c'est pour organiser dans un délai d'1 an, et c'est le délai qui nous a été imparti, une assemblée générale extraordinaire qui va déboucher sur la mise en place d'un bureau fédéral consensuel et qui pourra prendre maintenant les rênes de l'activité du hippisme. Mais pour arriver à cet objectif, nous avons un passage obligé, c'est de pacifier le terrain. Donc, parallèlement à cette pacification du milieu, nous allons mettre en place un comité de réflexion chargé du toilettage des textes. Il faudra qu'on les mette à niveau pour aplanir certains problèmes. Et cette commission de réflexion qui aura aussi la charge, sous la tutelle même du bureau provisoire de gestion du hippisme, de préparer, d'organiser, de préparer, de convoquer l'Assemblée générale extraordinaire afin de mettre en place un bureau consensuel. Et nous avons entrepris d'organiser des courses de décrassage, parce que le cheval, il a vraiment besoin de ça pour vivre. Et c'est son activité principale. Et nous avons visité des écuries au niveau du champ hippique, nous avons vu l'état un peu du champ hippique. Il y a des travaux primaires qu'il faut entreprendre pour mettre la piste en état, pour parler au plus pressé, afin que les chevaux puissent courir. Du football à présent, match international amical. La Croatie a battu cet après-midi le Mali par le score de 2-1. Il s'agit là de la 2e défaite des Aigles en amical après celle concédée face à la Guinée dimanche dernier. Les Croates, eux, se préparent pour la Coupe du Monde dont ils joueront le match d'ouverture contre le Brésil dans 11 jours. Khalifa Namatraoré. En route pour le Brésil et la Coupe du Monde 2014, la Croatie effectue son dernier essai en Europe face au Mali. Un match d'une grande importance pour les damiers puisqu'il s'agit d'affronter une sélection africaine avant le grand rendez-vous mondial, les Croates ayant comme adversaire du groupe A les Lions indomptables du Cameroun. Niko Kovac, le sélectionneur des Balkans, a aligné presque son équipe type, à l'exception de Luka Modric, alors que du côté des Aigles, Henri Kasperzak n'a pas eu pour ce stage l'effectif souhaité. Devant un public complètement acquis à leur cause, les Croates prennent le meilleur sur des Aigles bien combatifs. Ivan Perisic marque à la 15e minute suite à une belle ouverture de Ivan Rakitic. Il double le score à la 64e minute à la conclusion d'un corner. Les Aigles du Mali n'abdiquent pas avec beaucoup de volonté, surtout avec les quelques changements effectués. Sur l'unique corner de la partie, la tête du nouvel entrant, Khalifa Traoré, est repoussée par l'arrière-garde croate. Un autre entrant, Cheikh Fantamadi Diarra, réduit le score. Bonne réaction des Aigles qui peuvent déjà aller en vacances avec en tête les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 en septembre, octobre, novembre prochain. Quant à la Croatie, elle livre le 6 juin son dernier match de préparation contre l'Australie avant de jouer la rencontre inaugurale de la Coupe du Monde le 12 juin face au Brésil. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'information demain à 13h sur l'ORTM avec Kadia Toukoni. Merci. Bonsoir.